Un exercice que je fais souvent en thérapie de couple, c'est vraiment quand ils viennent à deux, ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, je fais pas mal de thérapie de couple avec une seule personne, celle qui souffre le plus. C'est de les faire changer de place sur le canapé, en fait, et de dire à monsieur, vous allez m'expliquer avec les mots de votre femme en quoi vous êtes problématique dans ce couple. Et puis, je vais faire évidemment la même chose de l'autre côté. Et déjà d'entendre dans la bouche de son conjoint la problématique perçue de notre point de vue à nous, ça peut être déjà extrêmement apaisant, en fait, parce que c'est vraiment un exercice qu'on fait peu. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Comment rater son couple à coup sûr? C'est la drôle de question que s'est posée Emmanuel Piquet dans son nouveau livre paru aux éditions Les Arènes. Emmanuel est thérapeute depuis plus de 15 ans et si vous écoutez assidûment La Matrescence, vous la connaissez, et elle accompagne au quotidien des personnes en souffrance. Comme elle l'explique, régulièrement, les personnes qui viennent la voir en individuel sont en fait en difficulté dans leur couple. Dans ce livre, plein d'humour évidemment, Emmanuel veut vous montrer que les problématiques que rencontrent les couples sont, au final, assez communes dans leurs origines. Dans cet épisode, on parle des cercles vicieux dans lesquels on peut toutes et tous se retrouver. On parle de l'envie de contrôler son partenaire, est-ce que cela cache? On parle de notre incapacité à communiquer nos besoins correctement et de ses conséquences. Et on aborde les disputes de couple sous un angle nouveau et rafraîchissant. Alors embarquez avec nous dans ce monde sinueux des relations de couple et de leur rupture. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Emmanuel. Salut Clémentine. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Oui, 3e fois quand même. Merci. On se lasse pas, vraiment. Je fais partie des MVP là, tu vois. Je suis très fière du coup. Ah non, moi je suis ravie de te recevoir encore. En plus, on va parler encore d'un sujet complètement différent. Je te rappelle, on a fait sur le harcèlement, ou en tout cas la capacité des enfants à se protéger dans les relations aux autres. Ensuite, on a fait sur les adolescents. J'ai adoré. Et donc là, on va parler du couple. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous rappelles ce que c'est l'approche Palo Alto et le 180 degrés pour que les gens aient bien en tête de quoi on va parler et comment tu procèdes. Donc, l'école de Palo Alto, qui est en effet l'école de pensée avec laquelle je travaille en clinique, je travaille que avec cette école, je suis un peu monomaniaque. C'est une école qui a mis à jour un certain nombre de principes tout à fait éclairants, je trouve, en matière d'analyse des relations humaines, on va dire. Je vais pas tous les citer ici, mais un des principes fondamentaux qu'ils ont mis donc en lumière pendant leur pratique clinique, en fait, c'est que c'est souvent ce que les gens mettent en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Donc, en fait, ils ont constaté qu'en effet, les gens étaient très souvent pris dans des espèces de cercles vicieux où ils faisaient un peu plus de la même chose en espérant que ça change. Et en fait, non seulement ça ne changeait pas, mais ça s'aggravait. Donc, à partir du moment où ils ont fait cette analyse-là, ce constat-là, ils se sont dit, donc ça veut dire que pour aider les gens qui nous demandent, qui nous font la confiance de nous demander à les aider, eh bien, il faut qu'on les aide à arrêter de faire ça. Donc, une bonne façon d'arrêter de faire quelque chose, c'est de faire l'inverse, en fait. C'est-à-dire de faire un virage à 180 degrés. Parce qu'il est beaucoup plus facile, en effet, de faire quelque chose d'opposé à ce qu'on faisait auparavant que d'arrêter de faire cette chose. C'est très difficile, en fait, d'arrêter de faire quelque chose. Donc, la meilleure façon d'être sûr qu'on arrête, c'est de faire l'inverse. Et ça, c'est brillant, je trouve, comme analyse. En gros, l'idée, c'est qu'on peut pas être à la fois debout et allongé. En gros, c'est un peu ça. Et donc, nous, notre métier, ça consiste en effet à comprendre les cercles vicieux dans lesquels sont pris les gens qui viennent nous demander de l'aide, qui viennent pour que leur souffrance s'apaise, en fait. Donc, comprendre dans quel cercle vicieux ils sont pris, un peu comme s'ils étaient un hamster dans une roue, en fait, et les aider à faire exactement l'inverse, en fait, pour moins souffrir, en fait. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire.
Non, c'est super difficile. Sur le papier, ça paraît simple. Hein. Oui, c'est super difficile parce qu'en fait, il y a 2 types de patients qui nous disent souvent un peu la même chose. Ils disent en fait, moi, j'ai l'impression que je suis dans une impasse. Ça, c'est vraiment une phrase qu'on entend souvent. Et en fait, moi, j'ai envie de dire à ce moment-là, faisons demi-tour, du coup, parce que ça me paraît logique quand on est dans une impasse. Et en fait, je trouve qu'il y a 2 types de patients. Il y a ceux qui, à un moment donné, n'ont pas conscience, en fait, qu'ils pourraient faire demi-tour. Vraiment, il y en a, notamment les enfants, les adolescents, par exemple. Ils n'ont pas forcément conscience, en fait, qu'ils pourraient faire demi-tour. Donc, ils continuent à faire la même chose en se cognant un peu comme une mouche sur une vitre, en fait, en se faisant mal, d'ailleurs, à chaque fois, souvent. Et puis, il y a une deuxième catégorie de patients qui, eux, savent très bien qu'il faudrait faire un virage à 180 degrés, le sentent, le pressentent, mais n'ont pas du tout envie de le faire parce que c'est en effet très difficile. C'est coûteux. C'est très coûteux. Ça se comprend. Je peux me caler dans cette catégorie de patients aussi. Alors aujourd'hui, tu as écrit un nouveau livre où tu t'es intéressée au couple et avec un titre que j'aime vraiment beaucoup, très prometteur d'ailleurs, Comment rater son couple à coup sûr. Pourquoi est-ce que tu as été sur ce titre-là ? Alors, c'est un clin d'œil à Paul Václavic, en fait, qui est un des penseurs de l'école de Palo Alto, qui avait écrit, par exemple, Comment réussir à échouer ou Faites vous-même votre malheur. Donc, c'est vraiment un petit clin d'œil parce que... Et puis, c'est aussi un peu... l'anti-manuel de développement personnel au sens comment faire pour. Je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu aussi cette idée que, on est pris donc dans ces autoroutes dont on va parler, ces autoroutes qui sont assez monotones, de comment rater en effet son couple en prenant ces autoroutes, et je ne peux pas m'empêcher en effet dans ce livre de donner quand même quelques chemins de traverse potentiels à emprunter pour sortir de ces autoroutes-là, quoi. Mais c'est vrai que la description, c'est celle des autoroutes qu'emprunte le couple pour être sûr de souffrir. Ça marche très très bien. Alors, tu dis en préambule dans le livre que le couple, c'est une usine à cercle vicieux. Pourquoi ? Mais parce que c'est un lieu, un système humain où il y a toutes sortes d'enjeux extrêmement forts, à la fois d'ailleurs sociétaux et à la fois internes. Et en plus, c'est un système où en effet il y a plein d'injonctions en fait à faire plein de choses, à réussir plein de choses. Et du coup, ça crée des espèces de volonté de faire, de volonté de pas faire, de rigidité, de choses très génératrices au fond de souffrance avec soi-même, et aussi évidemment dans la relation. Donc du coup, en effet, ça crée plein de possibilités de souffrir énormément. Je trouve que c'est vraiment le système le plus douloureux, globalement, avec l'éducation nationale. C'est une petite blague, bien entendu. Mais parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a plein de cercles vicieux dans tous les sens potentiels, en fait. Parce qu'il y a des enjeux, et parce qu'il y a, parce qu'il y a des enjeux à la fois sociétaux et intimes, quoi. Parce que tu fais une petite cartographie au début, et en fait, on se rend compte que même si on décrit beaucoup le couple aujourd'hui, même si on veut se libérer des carcans de la société qui voudrait que on soit en couple, des enfants, on reste toute notre vie, ça reste une valeur hyper importante en fait. Tout à fait. Les gens sont encore très attachés au couple, alors pas forcément au couple marital. En effet, c'est ce que j'explique, mais néanmoins, il y a toujours cette envie de partager sa vie avec quelqu'un qui est en tout cas partagé par la majorité. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui bougent un peu, mais en effet, ça reste encore un enjeu très fort. Alors dans ta pratique, quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent ? Où tu dis, allez, là c'est le bingo, je sais où on va. Mais ce qui est très drôle en fait, c'est au préalable de ça, quand je reçois des gens tout seuls, donc ils viennent tout seuls, au bout d'environ, mes étudiants me disent mais c'est pas possible, tu es insupportable. Mais c'est vrai que environ au bout de 3 minutes, alors même que la personne a juste dit je viens vous voir parce que j'ai pas exactement confiance en moi et tout ça, et puis elle rajoute 2-3 choses, je dis là on est sur une problématique de couple, et c'est vrai en fait, c'est-à-dire que ils viennent pas forcément pour ça. Vous voyez ce que je veux dire quand ils viennent tout seuls. Alors, ce que je retrouve le plus, c'est des problématiques, je dirais, liées à la peur. Je trouve que c'est quand même, si on devait le catégoriser par émotion, je pense que la peur, c'est vraiment une des choses qui les fait consulter. Donc, soit la peur d'être quitté, soit la peur d'être trompé. Et du coup, ça, c'est quand même quelque chose qui revient hyper souvent. Parce que ça génère pas mal de modalités pour faire en sorte que cette peur diminue vainement, comme je l'ai expliqué. Ensuite, je trouve qu'il y a les problématiques en effet de prise en charge, c'est-à-dire comment, en effet, dans certains couples, tout à coup, il se met en place quelque chose où l'un se dit il faut que je le prenne en charge là-dessus parce que vraiment il est défaillant, ou il faut que je la prenne en charge là-dessus parce que vraiment elle est incompétente, ou parce que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, enfin, etc. Voilà, grosso modo, je trouve que c'est les 2 premières choses qu'on voit. Après, on voit plein d'autres choses, et notamment ce qu'on voit très souvent et qui est assez genré. J'en parle dans le livre, c'est tout ce qui est communication paradoxale, c'est-à-dire
voilà, une espèce de langage implicite, très, je suis désolée, c'est très genré, ce sont souvent les femmes qui ont cette communication-là. Et comme je le dis dans le livre, je pense qu'elles ont cette communication-là parce que c'est dangereux, ça a été dangereux, ou en tout cas, elles ont acquis cette idée que ça pouvait être dangereux de communiquer de façon directe. Donc, il y a des communications très indirectes qui génèrent des choses souvent assez problématiques. Tu donnes, et tu t'en as parlé juste avant, une métaphore dans le livre de l'autoroute. Est-ce que tu peux nous l'expliciter pour qu'on ait un peu conscience vers où on s'embarque? Oui, c'est ça. En fait, donc moi j'ai l'impression que il y a quand même une cartographie d'autoroutes relativement monotone que prennent les couples. Alors après, ils sont très créatifs pour souffrir le mieux possible à l'intérieur de ces autoroutes, enfin en empruntant ces autoroutes. Mais ces autoroutes en global, je trouve, sont relativement monotones. Et pour en parler avec d'autres thérapeutes de couple, clairement c'est le cas. Donc on a par exemple l'autoroute de l'évitement. Donc j'évite un certain nombre de choses, j'évite les crises, j'évite de parler de certains sujets. Voilà. Donc l'évitement. Alors l'évitement, dans un premier temps, elle est assez confortable parce que du coup, comme on évite, on a l'impression que tout va bien. Et puis les problèmes que ça s'accumule. En plus, c'est comme si on prenait l'autoroute en fait à l'envers, donc voilà, en regardant pas du tout devant, donc c'est assez dangereux. Voilà, absolument. Il y a l'autoroute, j'en parlais, du contrôle, donc on commence à contrôler l'autre, à vouloir contrôler ses relations, ses émotions, ses sensations, ses pensées même, d'une certaine façon. Ça c'est une autoroute extrêmement douloureuse. Il y a l'autoroute, je le disais, de la communication paradoxale ou n'importe quoi. Il y a l'autoroute du ressassement aussi, par exemple. Enfin, il y a toutes sortes d'autoroutes et en fait, le problème, c'est que souvent, ces autoroutes, elles sont vraiment très bien signalisées. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, comme je le disais tout à l'heure, le système nous engage à les prendre, en fait. Elles sont assez bien signalisées. Enfin, on y va un peu confiant, quoi. Et puis, à un moment donné, les soucis commencent. Voilà. Et donc, moi, mon idée, et c'est ce que j'essaie de dire métaphoriquement, c'est je pense qu'il y a des bretelles d'autoroute et je pense qu'en effet, comme le disaient les penseurs de l'école de Palo Alto, on peut à un moment donné prendre une bretelle pour faire demi-tour quand on voit que, en effet, cette autoroute n'est pas pour nous. Mais c'est pas simple. Non, c'est pas du tout simple. Surtout si parfois on n'est pas le pilote ou la pilote. Absolument. Et puis en plus, encore une fois, Paul Vassavik disait que c'est sans doute là où il y a le plus le syndrome de l'utopie. C'est-à-dire que quand on a imaginé son couple, quand on l'a idéalisé, alors je le dis avec énormément d'affection, mais j'ai quand même des espèces de fantasmes comme ça. Je le perçois, quoi, de personnes qui se sont mis en couple en disant voilà, ce sera un peu la famille Ricoré avec des grandes frites blondes qui s'embrassent toutes et qui sont hyper contentes. Et en fait, ça se passe rarement comme ça. Ça se passe un quart d'heure par an à peu près comme ça. Et donc, il y a une espèce d'utopie qui tout de suite tombe en fait. Et c'est hyper douloureux d'une certaine façon. Et donc, comme on a quand même l'impression que si on persiste, on va peut-être y arriver, quoi. C'est pour ça que c'est dur aussi de faire demi-tour. Parce que on a déjà misé, en fait. On a investi dans ce voyage-là, quoi. Et donc de renoncer, on se dit que peut-être on regrette d'avoir investi tout ça. On se dit, ou peut-être fallait encore que je persiste parce que c'était juste après, c'était la prochaine aire d'autoroute qui allait bien marcher. Surtout quand on est quelqu'un de très persévérant, en fait. Et on peut tout à fait l'être si on a envie. Pourquoi est-ce qu'on a tendance, très souvent, il faut être honnête, dans les couples, à penser que c'est l'autre le problème? Je m'inclus. Mais oui, moi aussi, bien entendu. C'est tellement plus facile. Bien sûr, c'est la raison, c'est que c'est quand même extrêmement moins douloureux pour soi-même que d'expliquer à quel point, en fait, c'est l'autre qui a des comportements problématiques et à quel point. Et ça, c'est une construction qu'on fait dans sa tête où on se dit, donc s'il cessait ses comportements problématiques, évidemment que moi, je serais plus obligée d'avoir ces comportements-là. Et en fait, je trouve que un exemple hyper intéressant, c'est par exemple un couple où, je ne sais pas, imaginons Madame va dire, voilà, moi oui, je dissimule des choses à mon mari parce qu'il est en permanence en train de me contrôler et donc j'ai besoin de moments de liberté où je suis sous contrôle. Donc, en effet, je dissimule, c'est bien logique. Et oui, c'est logique de son point de vue. Et lui dit, mais moi, je suis obligée de contrôler puisqu'elle dissimule. Elle vient de vous l'admettre en plus. Donc, elle dissimule. Donc, comment voulez-vous que moi, ça ne me pousse pas à contrôler? Il a raison de son point de vue. Et en fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant quand on commence à regarder le couple, c'est de passer de cette vision hyper linéaire. C'est parce que monsieur est comme ça que moi, je suis comme ça. Et l'autre, forcément, dire c'est parce que madame est comme ça que moi, je suis comme ça. À une vision circulaire, en fait. Ou comment, au fond, d'une certaine manière, A a un impact sur B, certes, mais B a un impact sur A aussi, et réciproquement. Et donc, tout ça est très circulaire. Et ça, c'est aussi un des grands apports de l'école de Palo Alto, c'est de regarder les choses de façon circulaire et non plus linéaire. Et un exercice que je fais souvent en thérapie de couple, c'est vraiment quand ils viennent à deux, ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, je fais pas mal de thérapie de couple avec une seule personne.
personnes, celles qui souffrent le plus, c'est de les faire changer de place sur le canapé, en fait, et de dire à monsieur, vous allez m'expliquer avec les mots de votre femme en quoi vous êtes problématique dans ce couple. Et puis je vais faire évidemment la même chose de l'autre côté. Et déjà d'entendre dans la bouche de son conjoint, la problématique perçue de notre point de vue à nous, c'est déjà, ça peut être déjà extrêmement apaisant en fait, parce que c'est vraiment un exercice qu'on fait peu. De se mettre à la place de l'autre et de prendre son point de vue, son rôle et tout ce que ça a comme charge émotionnelle aussi ou implication ou vision. On est trop autocentré dans le couple. Oui, et puis on est de toute façon dans le couple ou ailleurs, on est vraiment sur des visions. Je veux dire, on nous a appris des cartes. Je veux dire très très fortement quand même. Je veux dire, la pensée cartésienne, c'est quand même quelque chose de très linéaire. Donc on n'est pas habitué à ces visions circulaires. C'est relativement logique. C'est vrai que la première fois que je t'ai interviewée, donc on parlait de harcèlement et c'est une des premières choses dont tu parles dans l'épisode, de dire, en fait, les enfants, c'est pas qu'ils sont responsables, mais dans la relation, ils tiennent un bout de la ficelle et ils ont un pouvoir de pouvoir tirer ou de la lâcher ou d'en faire ce que. Et ça paraît tellement logique, mais c'est pas du tout ce qu'on arrive à faire au quotidien. De comprendre que, comme tu dis, A a un impact sur B et B a un impact sur A. On se victimise très vite dans une relation. Oui, parce que c'est moins, désagréable d'un point de vue. L'autocritique, c'est jamais très agréable, c'est compliqué. Et en plus, je trouve que c'est même pas, en effet, comme ça qu'il faut le voir, parce que. Par exemple, prenons un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est que je trouve intéressant. Si par exemple, j'envoie un mail de réclamation à quelqu'un, parce que je suis mécontente d'un service, peu importe, on s'en fiche, vraiment, j'étais très mécontente. Donc je commence à écrire, et puis je me dis, tiens, je vais mettre son chef en copie. Donc on met le chef en copie. Là, ça va modifier la façon dont on écrit. C'est-à-dire que le fait même, alors même que la relation n'a pas encore eu lieu, l'interaction n'a pas encore eu lieu, mais le fait même de savoir à qui on l'envoie modifie en fait la façon dont on écrit. Et donc ça c'est quelque chose de permanent, mais dont on n'a pas forcément conscience, quoi. Sans même parler de responsabilité, mais juste de voir les choses dans ce système-là. Est-ce que quand tu fais ces exercices en couple, ça dénoue beaucoup de tensions, tout de suite ça fait baisser peut-être le niveau d'agressivité qui peut exister, ou c'est pas assez pour aider des couples? Alors, je trouve que c'est parfois, parce que vraiment tout dépend vraiment de l'autoroute qu'ils ont prise, bien entendu. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment cette autoroute-là qu'il va falloir qu'on analyse très précisément. Mais le fait même, en effet, de leur faire voir cette circularité dans le système couple, c'est quelque chose de très émouvant, en fait, je dirais, qui, au fond, fait tomber un peu la colère, parce que une des choses qui rend le plus souvent les protagonistes d'un couple en colère, c'est d'avoir la sensation que l'autre ne comprend absolument pas notre point de vue, en fait, d'une certaine manière. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand on leur fait faire l'exercice, donc vraiment, je le fais exprès, de les faire changer de siège, parce que je veux qu'ils se mettent dans la position de l'autre avec la même ponctuation du problème. Donc, c'est-à-dire d'inverser la leur de ponctuation. Et j'ai le plus grand mal à les maintenir là-dedans. Parce qu'en fait, ils commencent en disant, alors le problème avec Jean, donc il se met à la place de sa femme, le problème avec Jean, c'est qu'il est quand même extrêmement contrôlant, voilà. Et là, il dit, bon, en même temps, c'est vrai que, en même temps, c'est normal. Enfin, voilà, il commence à essayer d'expliquer à quel point tout ça est logique, quoi, en fait, d'un point de vue linéaire. Faut tout de suite le recadrer. Oui, tout à fait. Non, c'est pas ça qu'elle aurait dit, là. Ce n'est pas la question. On vous demande pas de vous justifier. Parce que c'est vrai qu'il y a cette tendance en couple de dire, oui, c'est vrai, mais XXX, je fais ça pour telle raison. Les raisons sont valables pour la personne, mais c'est pas ça qui fait avancer la relation. Non, elles sont valables pour la personne, elles sont même valables d'un point de vue circulaire. Pour moi, en fait, la réalité, elle est dans les deux. Quand un homme dit je rentre de plus en plus tard parce que ma femme est toujours en train de faire la gueule, donc en fait, moi, j'ai pas envie de rentrer spécialement tôt, et que madame dit mais moi, je fais la gueule parce qu'il rentre de plus en plus tard et que c'est pas pour ça que j'avais payé, les deux ont raison. Enfin, payé, pardon, c'est pas pour ça que j'avais investi dans le couple, n'importe quoi. Les deux ont raison. Les deux ont raison, et donc en fait, dans la problématisation, la façon dont on analyse le problème, il va falloir prendre la boucle entière, sans dire il y en a un qui est plus responsable que l'autre, quoi, en fait. Et c'est là où ça peut devenir compliqué. Ce qui est compliqué, non, puisque j'ai l'impression que quand on va en thérapie, souvent, c'est pour pointer du doigt le fait que l'autre, devant une tierce personne, mettre à jour, tu vois bien que j'avais raison, c'est toi le problème. Oui, tout à fait, on est très prise à partie. Voilà, c'est ça. On est très prise à partie, où tout à coup, ils disent, comme je l'explique, ils disent « Est-ce que tu vas dire à Madame Piquet ce que tu m'as fait en 83 ?» Et là,
Et là, on a une très bonne mémoire quand même. Une très très grande mémoire rancunière. Je me dis mais à quel moment je vais pouvoir leur faire percevoir la circularité dans ce bordel. Donc ça peut être vraiment extrêmement compliqué. Ça peut prendre 20 ans de revenir. Absolument. Oui, en plus c'est très long. Donc oui, voilà, ils viennent pour ça, en effet pour expliquer à quel point c'est l'autre qui est problématique. Parfois ils viennent vraiment pour d'autres raisons. Il y en a qui viennent pour sauver leur couple. Beaucoup. En fait, ça c'est vraiment un des motifs, surtout quand ils viennent à deux. Et là, ce qui est très très difficile en fait dans ce genre de situation, c'est que il y en a souvent un qui veut sauver le couple, une plutôt, enfin dans mes statistiques personnelles, et un qui vient en disant on pourra pas me dire que j'ai pas tout essayé, un petit peu en mode thérapie alibi. Et ça c'est compliqué parce que on peut pas du tout travailler ensemble sur ces modalités-là. Et donc là c'est important de pouvoir travailler avec chacun en fait parce que les objectifs sont pas les mêmes en fait d'une certaine manière. Est-ce que ça te met la pression quand tu sens qu'un couple vient pour sauver son couple et que tu sais que tu as un rôle à jouer? Tu n'es pas responsable évidemment, mais tu vas grandement influencer, je ne sais pas si c'est le mot, mais avoir un impact en tout cas sur la résultante de cette thérapie? Oui, c'est pour ça que moi je prends vraiment un cadre volontairement. Je fais ça, je dis en fait moi, très sincèrement, quand les gens viennent me voir pour sauver leur couple, à la fin de la thérapie, il y a 80% de ces couples qui se sont séparés. Parce que moi, je veux pas commencer à induire de l'espoir. C'est pas vrai, 80%, mais je veux vraiment induire que c'est pas tellement moi mon objectif. Ah, tu leur dis ça? Ah oui, je leur dis ça. Tu leur dis ça même si c'est pas vrai comme stat. Oui, okay. J'étais en train de me dire, ok. Je monte considérablement parce que l'idée vraiment, c'est de travailler à la relation en fait, parce que c'est notre métier de travailler à ce que cette relation soit la moins douloureuse possible au bout de la thérapie. Et peut-être que ça peut passer par une rupture. En fait, moi, je n'en sais rien au début. Et très sincèrement, alors ça, c'est plutôt des gens qui sont en individuel qui viennent en disant voilà, je viens vous voir parce que je veux me séparer de mon conjoint. J'ai envie de dire, mais en fait, comment se fait-il que tu ne sois pas chez un avocat plutôt que chez moi, en fait? Parce que si tu veux... Donc, on voit bien que c'est quand même extrêmement compliqué et que moi, je n'en sais rien. Je veux laisser tout ouvert, mais en tout cas, je veux pas induire tout à coup quelque chose qui serait de l'ordre de grâce à cette thérapie, vous allez vous remettre ensemble. Parce que souvent, c'est un des deux qui veut ça. C'est pas les deux, donc je suis plus en thérapie de couple. C'est pas évident quand même. Non. Et les enjeux sont grands, parce que, bon, j'imagine que tu vois aussi beaucoup de couples qui ont des enfants, donc il y a une répercussion sur la vie de leurs enfants derrière. Absolument. Et c'est pas anodin. Non, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, d'autant plus que très sincèrement, il y a vraiment des séparations qui génèrent beaucoup de souffrances chez les enfants, mais il y a également beaucoup de maintien de couple qui génèrent des souffrances chez les enfants. Et je pense que c'est important aussi de le regarder à cette aune. Est-ce que des fois, tu as la sensation que c'est un immense gâchis, que ces deux personnes-là, elles vont se séparer potentiellement ou elles n'y arrivent plus alors qu'il y a ce qu'il faut, mais que la communication, par exemple, pose problème? Tu le ressens, ça? Moi, je ressens toujours qu'il y a des choses différentes à faire, en fait. Vraiment, je trouve que vraiment souvent, c'est vraiment, encore une fois... embarqué dans des choses qui sont parfaitement improductives et voilà, et on n'avait pas forcément conscience, on n'a toujours pas forcément conscience que c'est le cas. J'ai du mal à parler de gâchis, je trouve que enfin voilà, parce que de toute façon d'une manière générale, j'ai du mal à parler de gâchis. Par exemple, quand les parents me disent il travaille pas, il a 12 de moyenne, c'est un vrai gâchis, il devrait avoir 18, j'ai du mal aussi. Je trouve que il faut prendre les choses ici maintenant, pas tellement en termes de ça aurait pu ou ça aurait dû voilà. Mais si parfois c'est triste, on voit des gens très tristes, enfin on voit des grosses souffrances en fait. C'est ça surtout qui est douloureux. Ouais. Forcément, quand on vient de voir, c'est qu'on est en souffrance, c'est qu'on a atteint un petit point. C'est rare, non, les couples qui viennent pour checker que ça se passe bien, quand ça roule. Tu les vois ils pas, viennent pas. Ce qui vient en prévention, pas mal. En prévention, enfin, quand je veux dire, nous, on travaille vraiment quand il y a problème, en fait. Donc là, on dit, on sait pas faire du tout, checker ou voir si ça va, on sait pas trop. Ce qui vient en prévention et qu'on sait pas très bien faire non plus, enfin, pas du tout, même, pour ainsi dire. Ce sont des gens qui disent, des femmes notamment, qui viennent en disant, je viens parce que je suis dans un scénario de répétition, vous voyez, au niveau conjugal, et qui disent, donc, voilà, j'ai eu plusieurs échecs, comment je fais avec le prochain? Et là, c'est compliqué pour nous parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de mode d'emploi et tout ça, encore une fois, comme c'est circulaire, ça dépend pas que de la personne. Il faut qu'il y ait l'autre en face. Oui, exactement. Et donc, voilà, on leur demande de bien vouloir trouver quelqu'un pour qu'on puisse analyser comment se crée le problème à nouveau. Oui. Pour notre laboratoire, ça marche pas là. Il nous faut quelqu'un, madame. Tu l'as mentionné tout à l'heure, un des problèmes qui est un petit peu plus féminin, c'est la communication paradoxale. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est, la communication paradoxale, et donner un exemple à quoi ça ressemble? Peut-être qu'on le fait, mais on ne s'en rend pas compte. Oui, parfois on ne s'en rend pas compte du tout. Alors, une injonction paradoxale, pour donner la définition brute, c'est une injonction à laquelle on ne peut répondre
qu'en désobéissant à une partie de cette injonction, parce que c'est une injonction où il y a 2 messages en fait. Un message explicite, qui est le contenu, voilà, et un message implicite, qui est pas dit, mais qui est quand même véhiculé. Alors je prends un exemple tout simple, vraiment extrêmement simple. Imaginons une personne qui dise à son conjoint, voilà, je trouve ça, on est allé chez Clémentine hier, tu vois que son mari lui offre quand même des fleurs extrêmement régulièrement, puisque ça fait 3 fois que je vois qu'il y a un nouveau bouquet de fleurs. Toi, je constate que c'est pas, c'est-à-dire que ça c'était avant, quoi. Je veux dire, mais maintenant plus du tout. Imaginons. Donc là, la personne en question, ainsi enjointe, se dit, je vais pas acheter des fleurs tout de suite parce que c'est ridicule, on est d'accord, mais il attend donc 3-4 jours, imaginons que ce soit un homme, il attend 3-4 jours et puis donc il achète des fleurs à sa femme. Et là, ce qui se passe très souvent, c'est que la femme va dire, quand on est dans sur ce genre d'autoroute, quoi, va dire, merci, mais c'est hyper dommage que tu n'y aies pas pensé tout seul. Donc, en fait, le problème, c'est que, en gros, elle lui dit, et ça fait partie de cette famille-là des injonctions paradoxales, elle lui dit prends des initiatives. C'est vraiment une injonction hyper forte dans le couple, ça. Donc, prends des initiatives, mais on voit bien que si on obéit à cette injonction, ça veut dire qu'on ne prend pas d'initiative. Mais si on n'obéit pas, on n'en prend pas non plus. Donc en fait, quoi qu'on fasse, en fait, on se retrouve dans quelque chose qui n'est pas bien. Pareil, le conjoint qui a acheté des fleurs, s'il en achète, ça va pas. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle il peut arriver. Mais s'il en achète pas, ça ne va pas non plus. Donc, comme disait Václavic, pile on a tort et face aussi, en fait. Donc en fait, c'est vraiment très compliqué. À certains niveaux, ça devient ce que Bateson appelait une double contrainte, c'est-à-dire quelque chose dont on peut même pas sortir. Et parfois, l'injonction paradoxale se transforme en double contrainte parce que la personne qui est ainsi enjointe, qui souvent est considérée comme très défaillante, parce qu'elle prend pas d'initiative, je parlerai après des injonctions paradoxales venant des hommes, parce qu'il y en a évidemment, mais souvent quand même, l'injonction paradoxale de type « étonne-moi ». Je ne te demande pas grand-chose, chérie, juste de m'étonner un petit peu parce que, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même toujours moi qui prends des initiatives. Ce qui est vrai, je veux dire. Mais le problème, c'est qu'on le plonge dans une espèce d'injonction paradoxale où il dit, au fond, ce week-end que tu m'as demandé d'organiser, ce week-end à 2 romantique que tu m'as demandé d'organiser, au moment où on arrive, et même avant, je sens une réprobation qui est liée au fait que c'est quand même... Voilà, c'est pas moi qui l'ai initié parce que c'est à ta demande. Et ça va teinter tout le week-end de quelque chose d'un peu décevant, en fait, de part et d'autre, quoi. L'un parce qu'il va se rendre compte qu'il est décevant, parce qu'il l'a pas, voilà, et puis l'autre parce qu'elle trouve ça décevant, en effet, parce qu'en fait, les femmes, souvent, qui sont prises dans ce genre de cercle vicieux, elles demandent à leur conjoint d'obéir tout en désobéissant. C'est ça la demande. Et donc, c'est impossible. Et donc, du coup, si je reprends l'exemple des fleurs, je pense vraiment qu'il y a plein d'hommes qui se disent de toute façon, comme de toute façon, ça n'ira pas, autant que j'en achète pas. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un échec. Alors, donc il y a, voilà, donc là, on est dans une impasse. Là, vraiment, clairement, alors, c'est ce que je voulais dire, en effet, c'est que là, souvent, le conjoint qui est ainsi enjoint de façon paradoxale à prendre des initiatives, à être surprenant, surprends-moi mon amour, c'est très difficile pour lui. D'abord, il faut qu'il le voie, comme on disait tout à l'heure, mais en admettant qu'il le voie, qu'il le ressente, c'est très difficile pour lui de dire ça suffit, en fait. Cette façon de communiquer ne va pas et donc je ne joue plus ce jeu-là, en fait. C'est-à-dire que je n'essaye plus d'obéir, j'obéirai quand j'ai envie, parce que le risque, en tout cas qu'il perçoit, à tort ou à raison, c'est la rupture. Et donc, entre rester au fond dans cette communication très douloureuse ou prendre le risque de la rupture, souvent ils choisissent de rester dans cette communication. Donc c'est quand même très compliqué ce moment-là. L'injonction paradoxale plus genrée au masculin, qui est extrêmement violente aussi, voilà, et qui génère beaucoup de souffrance de part et d'autre. D'ailleurs, c'est « aie du désir pour moi ». Tu devrais avoir du désir pour moi, parce que parce que voilà, je suis quand même profondément désirable. En plus, c'est ton job de femme d'avoir du désir pour moi. Donc, parce que ça, c'est quand même très validé, encore malheureusement aujourd'hui. Et ça, c'est très paradoxal parce que au fond, et ça, il y a plein de femmes qui le vivent, qui l'ont vécu. Cette espèce de truc implicite qui plane en disant, il y a un moment donné, il va quand même falloir qu'on fasse l'amour parce que ça fait quand même, je sais pas, un certain temps, en tout cas de son point de vue ou du point de vue global, peu importe. Et il y a cette tension qui monte avec le fait que quand nous, on n'a pas de désir et que l'autre nous impose le sien, ça écrase encore plus notre désir. Et en plus, il y a une petite phrase interne qui est « tu devrais avoir du désir pour ton mari ». Parce que c'est aussi quelque chose que
on prend en fait et on s'inflige en termes d'auto-injonction. Et ces femmes qui racontent que voilà, qu'elles vont le plus tard possible dans la chambre à coucher en espérant qu'ils dorment, parce qu'elles veulent pas faire de peine en même temps. Elles sont vraiment très très tiraillées, donc c'est horrible, avec la colère qui monte de l'autre côté du conjoint qui est enjoint à ça. Des femmes qui sont assez terrorisées à l'idée que leur mari juste leur touche l'épaule, parce que il y a tout de suite cette menace qui plane d'un désir qui va être montré, une culpabilisation de pas répondre à ce désir, quoi. Donc là, vraiment, moi, je travaille beaucoup avec les conjoints qui sont dans cette exhortation. Je dis que c'est souvent genré au masculin. Ça peut très bien être genré au féminin, mais proportionnellement, voilà, c'est assez masculin. Et je dis à ces conjoints, en fait, moi, je ne sais pas du tout si le désir de votre femme va revenir, j'en sais rien, bien entendu. En revanche, ce que je sais, c'est que si on continue comme ça, on va totalement l'éteindre. Déjà là, je sens qu'on est plus que sur des petites braises, si jamais il y en a encore. Et donc, il va falloir souffler fort. Et souffler fort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire recréer un endroit safe par rapport à cette problématique-là. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Ça veut dire que je pense que c'est... Parce que souvent, ces hommes disent, et je les crois, ils disent... voilà, déjà c'est extrêmement dur de plus avoir de sexualité, mais en plus il n'y a plus de tendresse. Pour les raisons qu'on a vues juste avant, c'est que le moindre geste n'est plus empreint de tendresse, il est empreint de cette injonction. Et du coup, je leur dis, voilà, désormais, chaque fois que vous allez vous approcher de votre conjointe en lui touchant l'épaule ou sur le canapé ou peu importe, dites-lui, ceci n'est pas à visée sexuelle. C'est juste pour me rapprocher de toi. Et là, du coup, c'est hyper sécurisant. Et puis, je leur dis, on ne sollicite plus ni en implicite ni en explicite. Voilà. Et parfois même, je leur dis, ce serait pas mal d'imaginer comment vous pourriez faire autrement et peut-être de l'annoncer que, en effet, vous allez faire autrement parce que vous avez bien compris que pour l'instant, il n'y a plus de désir. Ce qui peut régénérer une sorte de désir. Comment ça, tu vas t'en occuper autrement mais c'est pas dans cet objectif-là, mais en effet, ça peut avoir cet impact-là. Oui, de sentir aussi que l'autre se prend en charge et n'attend pas passivement quelque chose qui lui serait dû. Oui, exactement. Là, on parle de sexualité, mais ça peut être autre chose aussi. Faire la vaisselle. ça implique plein de choses. Est-ce que la sexualité, c'est un des thèmes communs dans les problématiques de couple, ou alors c'est en fait le haut de l'iceberg et c'est autre chose derrière la sexualité? Alors en fait, moi je trouve que les gens viennent assez peu pour ça. Ils viennent quand même, hein, bien entendu. C'est souvent pour le coup, soit ils viennent en couple, soit c'est monsieur qui vient pour les problématiques sexuelles de cet ordre-là. Il y a aussi des problématiques sexuelles liées à l'incapacité d'avoir une érection, par exemple, qui sont quand même des sujets pour lesquels ils viennent. Mais plus globalement, je trouve qu'ils viennent plutôt pour d'autres choses. Et en fait, c'est plutôt nous qui allons dire, est-ce que, pardonnez-nous cette question parfaitement intime, mais vous êtes parfaitement en liberté de ne pas du tout y répondre, mais comment ça se passe sexuellement ? Parce que ça nous donne quand même un éclairage sur l'autoroute. Parce que ce qui se passe dans la sexualité est quand même très souvent assez symbolique de ce qui se passe en vrai. C'est pas forcément le cas, mais quand même, ça nous donne des indices. C'est plutôt ça qu'on va aller chercher, voilà, parce que c'est quand même, voilà, il y a des choses qui s'y passent, qui sont représentatives de l'interaction. Je précise, si vous êtes en postpartum, que vous venez d'accoucher, ça reflète pas la réalité de votre vie en entier. C'est une période de votre vie. Absolument. Ne vous dites pas, mince, là, c'est... Oui, et puis en plus, il peut y avoir d'autres périodes de la vie où ça ne va pas et ça ne veut rien dire du tout. Hein, c'est pas, voilà. C'est pour ça que tu dis que ça te donne une indication. Sur ce qui s'y passe, hein, pas forcément sur est-ce que c'est bien ou pas, sur quelles sont les interactions autour de ça. Voilà. Ok, c'est l'intimité que ça procure dans le couple. Parce qu'on peut, c'est vrai... aussi avoir une intimité qui est différente que juste de la pénétration sexuelle. Absolument. Qui est parfois plus masculine que féminine en fonction du moment de vie. Donc ça, c'est la communication paradoxale et quand même, ça fait partie des grosses thématiques qui génèrent des problèmes. Moi, je me reconnais tout à fait dans ce genre de communication. Mais on se reconnaît toutes. Hein, pas toujours, mais c'est vrai qu'on peut utiliser ça et j'aime bien le fait que tu t'expliques aussi que potentiellement on a appris à communiquer comme ça et que c'était pour notre sécurité peut-être et que voilà, si on en a conscience déjà, on peut travailler dessus pour apprendre à avoir une communication effective. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. De changer sa façon de faire. Tout à fait. Et je crois, alors vraiment pour le coup, c'est vraiment un travail à deux. Hein. C'est-à-dire que je pense que paradoxalement, c'est celui qui est enjoint aussi qui doit faire des choses pour ne plus alimenter en fait cette communication paradoxale en tentant de se soumettre à parce que c'est au fond ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils tentent de se soumettre à cette injonction paradoxale tout en ne pouvant pas s'y soumettre. Et donc c'est pour ça que ça les arrange aussi, non ?
Alors, de jouer ce rôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la phrase qu'ils disent tout le temps et qui, en effet, leur permet de se victimiser un peu, avec toute l'immense affection que j'ai pour eux, bien entendu, c'est qu'ils disent de toute façon, quoi que je fasse, ça ne va jamais. Et donc, c'est assez vrai, néanmoins. Je trouve qu'il faut quand même le prendre, mais parfois, en effet, c'est très pratique. C'est facile de prendre cette sortie d'autoroute. Absolument. Sans essayer de rentrer dans le vif du sujet. Bon, alors l'autre problématique dont tu as parlé tout à l'heure, c'était la problématique du contrôle, qui va un peu avec cette peur que ressentent certaines personnes de l'infidélité, de la rupture, de la perte. Comment ça se manifeste et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cette dynamique de contrôle ? Alors, là, en l'occurrence, je trouve que c'est... la souffrance, elle est partagée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas partagée, mais elle est quand même très fortement sur la personne contrôlée. Je veux dire, c'est vraiment... Alors, il y a une souffrance peur d'un côté, mais il y a une souffrance vraiment d'être plus du tout libre de quoi que ce soit, qui peut être extrêmement intense. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec les deux, je trouve, dans ce genre de situation, encore une fois. Et je crois que c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler avec ceux qui contrôlent parce qu'ils ont peur. Attention, parce qu'il y a certaines... Oui, on va en parler après. Voilà. D'autres qui contrôlent. Où il y a des red flags, c'est autre chose. Par plaisir, un peu de propriétaire. Et puis il y a vraiment je pense vraiment des gens qui sont très angoissés, voilà. Et du coup, je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler avec ces personnes-là sur le fait de traverser leur peur plutôt que d'essayer de pas y penser et de contrôler pour ne pas ressentir cette peur, sachant que c'est absolument vain puisque tout le monde l'a vécu, quand on contrôle le portable de son conjoint ou de sa conjointe et que on voit pas de SMS alors que potentiellement on se dit qu'il devrait y en avoir, on se dit pas il y a pas de SMS, on se dit il les a effacés. Oui, ça apaise pas la peur. Non, pas du tout. Dans un premier temps, on se dit il y en a pas, puis après ça reflambe en fait. Donc vraiment notre idée c'est comment apprivoiser cette peur, comment la traverser et comment au fond se retrouver dans une posture qui est pas du tout celle dans laquelle ils sont quand ils sont en contrôle, qui est d'envisager en effet la possibilité d'être trompé, d'être trahi donc ou d'être abandonné. Et traverser cette peur-là, vraiment, c'est quelque chose qui peut être extrêmement apaisant, mais la traversée elle-même est super dure. C'est vraiment traverser le lac glacé de sa peur. Et puis vraiment, il faut que cette émotion du coup puisse vraiment s'exprimer. Donc en consultation, on est dans des moments très émouvants, où vraiment on va dire, on va pousser, on va dire, et donc vous imaginez que, etc. Des choses que vraiment on n'a pas du tout envie d'imaginer quand on a un conjoint jaloux, et je mets toute mon affection dans le mot jaloux parce que je trouve que la jalousie c'est que de la peur en fait. Et d'un autre côté, je trouve que c'est hyper intéressant aussi de travailler avec le conjoint qui est super contrôlé, parce que souvent qu'est-ce qu'il fait le conjoint qui est super contrôlé ? Il rassure en fait. Il rassure ou il dissimule. Parce qu'il se dit, si jamais elle sait que j'étais à ce repas avec des filles de mon boulot, elle va être hyper paniquée. Donc ils disent, j'étais avec un repas où il y avait que des collègues. Mais si jamais, oui, il ou elle, oui, il ou elle, pour protéger en fait d'une crise potentielle d'angoisse en fait. Et donc ça c'est très mauvais. Vraiment c'est très mauvais parce que d'abord parce que si la dissimulation, puis en plus voilà, quand on est jaloux on est forcément soupçonneux. Donc on va capter des choses. Oui, quand elles disent, elles sont trop mignonnes. Elles disent, et donc, les collègues, elles sont comment dans ton bureau ? Donc, il sait le conjoint. Il sait que ça va. Ça, c'est une communication paradoxale. Ouais, un peu, enfin, on s'approche un peu, ouais. Et dans tâtonnant, quoi, comme ça. Et que donc, il va dire non, mais en fait, elles sont toutes extrêmement vieilles et très, très laides, vraiment toutes, sans exception. Là, forcément, ça marche pas. Là, on dit, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Ça veut dire qu'il y en a une qui est super bonasse, obligée. Sinon, tu dirais pas ça. Bref. Enfin, bref. Donc, vraiment, ce que je prescris, qui est très difficile à prescrire aux conjoints qui sont comme ça, contrôlés par peur qu'à l'autre de les perdre, c'est de dire, je comprends que tu aies peur. Parce que, en effet, dans mon entreprise, il y a pas mal de collègues jolis et que, à tout moment, en effet, je peux tomber amoureux d'elles parce que, en fait, j'en sais rien. Et ça, c'est hyper dur à dire parce que l'autre n'a pas du tout envie d'entendre ça. Et pour autant. Je n'étais pas venue pour ça, moi. Pas du tout. Vraiment, tu n'as pas. Pourquoi tu es allé voir cette psy ? Et pourtant, ça apaise, en fait, d'avoir quelqu'un qui dit ça en permanence, plutôt que quelqu'un qui dit mais non, je n'aime que toi, mais à quel moment, mais je ne regarde personne et tout ça. Parce que ça fonctionne pas. Tout simplement parce que la peur
quand on rassure quelqu'un qui est complètement stressé comme ça, en fait, on nie sa peur et cette peur niée se transforme en tsunami. En fait, mais c'est pareil pour les enfants, on en avait déjà parlé. On dit rarement à un gamin qu'on emmène à la confiserie, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Enfin, je veux dire, on ne rassure pas quand tout va bien. Donc, si on rassure, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est important de travailler avec les deux. Tu leur fais lire ton livre « Je n'ai plus peur de mes peurs » qui est destiné aux enfants, mais qui est quand même... Mais parfois, oui. Parfois, je le prescris aux adultes en disant, vous allez trouver ça très bizarre, mais je trouve que c'est intéressant que vous regardiez un peu ça, quoi. Quand je veux être un peu douce, parce que c'est dur d'affronter sa peur. Vraiment, c'est dur. C'est super dur. La métaphore qu'on utilise, que j'aime vraiment beaucoup, c'est... Je leur dis, c'est comme si... voilà, vous vous baladiez comme ça, et puis très fréquemment, il y a une espèce de chien noir qui est assez gros, comme ça, costaud, avec de l'écume aux lèvres et tout ça, qui vous fait super peur. Et il vous court derrière, et donc vous mettez à courir parce que vous avez super peur. Voilà, et puis bon, comme vous courez plutôt vite pour l'instant, vous arrivez à chaque fois à vous réfugier, mais il est quand même très pénible, et puis il vous gâche la vie, en fait, ce chien noir là qui vient de façon intempestive, voilà. Et donc, et puis alors, à un moment donné, vous tombez sur une vieille personne qui vous dit, mais en fait, je vous ai regardé là courir devant ce chien noir. Je me demande s'il n'a pas un truc à vous dire, en fait. Je me demande si ce serait pas intéressant de la prochaine fois qu'il vous court après, de vous retourner et de le regarder. Et je sais pas ce qui va se passer. En effet, ça fait super peur. Mais peut-être vous verrez qu'il a un espèce de tonneau là, comme ça, vous savez, comme les Saint-Bernard là, autour du cou. Et peut-être il y a un message à l'intérieur. Alors ça, on le fait beaucoup avec les enfants aussi. Et peut-être le message, c'est que, en effet, votre femme pourrait vous tromper et vous abandonner. Et donc, que ça fait super peur. Parce que parfois, il faut y aller doucement, il faut y aller par métaphore, tellement ils sont dans cette espèce d'autorité de l'évitement. Je dois éviter absolument de penser à ce qui me terrorise. Ouais. La peur du lien qui se casse et de l'abandon, elle est forte sur ça. Et donc, c'est pas à prendre à la légère quand il y a du contrôle et de la peur. Parce que tu dis, il y a de la souffrance pour celui qui est contrôlé et de la souffrance pour tout à fait. Celui ou celle qui veut contrôler. C'est pas facile de sortir de cette... Franchement, le fait même d'accepter de regarder cette peur en face, vraiment apaise terriblement. Vraiment, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est logique, hein. C'est-à-dire que quand on passe sa vie à essayer d'éviter d'envisager le pire, et que tout à coup on l'envisage de façon sécurisée, hein, grâce à un thérapeute, il y a quelque chose qui est complètement différent, en fait. Est-ce que aussi le fait de contrôler l'autre, c'est pas une stratégie pour éviter de se regarder en face ? Tu sais, dans la dynamique de c'est l'autre le problème. Donc, tu donnes cet exemple de cette femme qui veut contrôler combien de verres de vin boit son mari. Ça fait des années qu'ils ont plus de 70 ans. Du coup, en se focalisant là-dessus, elle ne regarde pas que peut-être elle n'a pas d'activité en dehors ou qu'elle n'est pas épanouie dans le reste de sa vie. Est-ce que ça peut être ça aussi ? En tout cas, ça peut être généré par ça, clairement. En l'occurrence, dans ce cas précis, c'est le Covid qui génère ça. C'est-à-dire comme elle est beaucoup moins... elle marche moins, elle voit moins ses petits-enfants, tout d'un coup, elle a beaucoup plus de temps, donc. Et elle s'ennuie terriblement, en effet, pour regarder ce que fait de travers son mari. Donc oui, bien sûr, ça peut être lié à ça. Moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même une peur au bout du compte. En l'occurrence, cette femme, elle a vraiment peur qui meurt aussi. Parce que c'est parce que elle est une question de santé là. Oui, elle est très mignonne. Oui, enfin, elle est très mignonne parce que bon, voilà, en même temps, il peut aussi décider que voilà, il boit jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'intimité, quoi. Mais en fait, elle est tellement mignonne. Elle a peur qu'il meure parce qu'elle s'est dit s'il meurt, je meurs. C'est ça en fait, hein, sa peur. Et c'est intéressant d'aller la chercher d'ailleurs parce que si on va pas la chercher, comme elle est très enfouie par l'évitement en fait, hein, on n'est pas au bon endroit en fait. Ah oui, mais c'est pour ça, c'est des stratégies d'évitement de je construis des choses pour éviter de penser à ce qui est le problème principal à la racine. On est fort quand même pour faire ça. Très fort. Forte. Oui. Surtout les obsessionnels. Alors après, il y a quand même des parties dans ton livre où tu adresses des sujets qui sont des sujets de société aujourd'hui, et tant mieux, des violences intrafamiliales. Et donc, tu racontes que tu as accompagné des femmes qui vivent... c'est des femmes, t'en parles, en tout cas, je ne sais pas si tu as accompagné des hommes, mais des femmes, des situations de violence extrêmement difficiles. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ces relations-là ? Parce que là, tu parles quand même de cette circularité sans du tout dédouaner pas du tout. L'homme qui est problématique. Mais, et qu'est-ce qui sont les signaux auxquels on doit faire attention ? Alors, en fait, moi, ce qui me
ce qui me touche beaucoup et me bouleverse absolument, c'est que les femmes dont on parle ici, dans ma patientèle, j'ai beaucoup de très jeunes filles. Hein. On n'est pas en train de parler de femmes mûres, on est en train de parler de jeunes mineurs, hein, parfois, qui se retrouvent, et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une forte régression, hein, parce que vraiment, ça a pour moi 5-7 ans. J'avais pas de si jeunes filles avant. Et en fait, ce qui se passe souvent, quand, en effet, on est dans de la violence conjugale, de la violence que je qualifierais de propriétaire, en fait, hein, c'est-à-dire que là, le contrôle n'est pas lié à une peur, il est lié à une forme de plaisir, d'emprise, en fait, de pouvoir sur quelqu'un. Et le problème qu'on a, je trouve, c'est que souvent, quand on est dans ce circuit fermé de violence conjugale, les deux visions du monde des deux protagonistes sont une seule et même vision, très malheureusement, qui est une femme doit se soumettre à son compagnon. Donc c'est ce que pense monsieur, bien entendu, puisqu'en plus ça l'arrange, mais malheureusement, c'est ce que pense la jeune fille aussi, qui pense, et ce que j'explique dans le cas de mon livre, hein, qui pense qu'en effet... c'est normal quand on aime d'être jaloux. C'est normal quand on aime d'interdire des choses. Enfin, donc il y a vraiment une vision du monde qui partage, qui est une vision du monde, je suis désolée, malheureusement encore partagée de façon très globale. Et ça crée comme un espèce de lubrifiant sur ce cercle vicieux parce qu'au fond, tout va bien. Je veux dire, on est dans quelque chose où tout va bien, en fait, de leur point de vue à eux. Et donc, c'est très problématique. Et d'ailleurs, ce genre de jeune fille ne vient pas consulter, en fait, pour ça. Elles viennent consulter quand elles ont peur pour la relation, parce qu'elles ont l'impression que la relation se détériore. Elles viennent aussi très souvent quand elles tombent enceintes et qu'elles se rendent compte qu'en fait la violence ne s'arrête pas. Elle augmente même souvent. Elle augmente même souvent, parce qu'elles avaient cet espoir fou. Elles ont souvent cet espoir fou que, comme il a une enfance difficile, elles vont réparer tout ça, en fait. Et que, par amour, tout à coup, il va se transformer. Et donc, elles ont beaucoup d'espoir sur le fait que, tout à coup, devenant papa, ils vont développer d'autres comportements. Et là, comme elles ont peur pour leur enfant, parce que c'est souvent une consultation qui est liée au fait que quelqu'un d'autre peut être mis en danger, là, elles viennent consulter et là, on peut faire des choses. Mais très souvent, pour les raisons qu'on a vues, le risque, c'est qu'elles soient vraiment de plus en plus recroquevillées, de plus en plus en cercle fermé, et avec cette escalade complémentaire qui est l'apanage de la violence conjugale, comme du harcèlement dans toutes sortes de secteurs, qui fait qu'il y en a un qui est de plus en plus en puissance, en emprise, et puis une, en l'occurrence, qui est de plus en plus recroquevillée. Donc, quand en effet, j'ai la chance d'accompagner des jeunes filles qui viennent consulter et que je les aide à sortir de ce cercle vicieux, ce qui est très difficile parce que tout le monde leur dit « quitte cet homme ». Et personne ne prend en considération le fait qu'elles sont amoureuses aussi de cet homme. Alors, on prend le mot d'emprise, qui est un mot tout à fait convenable, mais je crois qu'il faut aussi admettre qu'il y a cet amour-là, et c'est très difficile quand on est hyper touché par la violence qui s'y produit. Mais si on ne fait pas, on n'accueille pas ce sentiment, en fait, avec elles ne font pas alliance avec nous, en fait. Elles ne nous font pas confiance, d'une certaine manière. Donc, c'est très compliqué. Quand on arrive à en sortir, en effet, moi, je suis un peu pour la politique des red flags. Là, pour le coup, je fais de la prévention. Je dis donc, si on fait un petit peu un récapitulatif de ce qu'il ne faut plus jamais laisser passer, en fait, mais à la première seconde, c'est pas 3-4 fois, c'est quelqu'un qui te demande de changer de vêtements parce que il trouve que ces vêtements te rendre trop séduisante, quoi. Ça, typiquement, c'est un red flag. Quelqu'un qui te dit qu'il ne veut plus que tu traînes avec un tel ou une telle pour des raisons qui sont un peu similaires. Voilà, toute une série de choses que je prends dans ce qui s'est passé au début de la relation et qui a permis, au fond, aussi cette circularité, parce qu'il y a eu une autorisation par amour, de faire un certain nombre de choses. Je les reprends vraiment en disant donc plus jamais ça. Et elles sont assez d'accord, hein. Intellectuellement, on est plus tous d'accord, mais c'est vrai que dès que le sentiment amoureux perçu comme tel ou pas apparaît, c'est très compliqué de rompre un lien. Très compliqué. Et puis il y a la peur. Et puis il y a la peur pour sa survie aussi, parce que mine de rien. Alors pas tellement. Il y a des menaces aussi. Ah ouais. Pas tellement. Non, mais c'est bien tout le problème. C'est-à-dire que moi j'adorerais vraiment plus en avoir qui disent voilà, j'ai l'impression qu'il va me tuer, donc qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Mais quand en fait, il y a les enfants, c'est ça que tu dis. Voilà. Quand il y a les enfants, c'est bon. Là, c'est qu'elles sont capables. Elles sont plus capables, en tout cas, de percevoir ce danger. Quand c'est pour elles-mêmes. Absolument. Il y a une excuse il a eu une enfance difficile. Voilà, beaucoup. C'est difficile pour lui. Après, il est gentil. Il est très gentil après.
Mais elles disent d'ailleurs cette phrase que je trouve glaçante et qui, je trouve, résume vraiment très très bien la complexité de ce sujet. Elles disent, quand il est pas méchant, il est vraiment gentil. Oui. La normalité et la méchanceté, mais on s'accommode des petites miettes. Ouais. Parce que là, tu vois, bon, c'est des cas pas si banaux, je sais plus qu'on retrouve quand même dans le quotidien. Si ça nous arrive dans l'entourage, pas à nous forcément, mais qu'on a une amie, qu'on a une sœur, une cousine, comment on fait, comme tu dis, alliance ? Parce que là, on parlait du couple de manière assez légère, mais il y a vraiment des problématiques qui sont là de violence. C'est extrêmement compliqué parce que, bien entendu, que on va être tenté de dire, quitte cette espèce de pervers, arrête, c'est pas possible, il va t'envoyer à l'hôpital, je viens à la maison. Enfin, on a envie de faire ce genre de choses et c'est parfaitement logique et tout à fait bienveillant. Je crois que, paradoxalement, en fait, moi, ce que je fais souvent en première séance, c'est que je dis quelles sont toutes les qualités qu'a cette personne, en fait, parce que je me dis que si en effet, si c'est une jeune fille, si tu restes avec lui, malgré toutes ces violences, c'est qu'il y a de bonnes raisons. En fait, c'est qu'il y a de bonnes raisons, sinon tu resterais pas. Et je crois qu'amicalement, on peut faire ce genre de choses en disant c'est absolument horrible. Moi, ça me fend le cœur d'entendre ça. Et en même temps, je me dis qu'il y a des choses dans ce couple qui te conviennent, qui te font du bien, voilà. Est-ce que tu veux m'en parler ? Ça, c'est vraiment très apaisant en fait, parce que ça crée quelque chose qui est de l'ordre de. D'abord, je veux pas te juger parce que c'est quand même très jugeant de dire tu ne vois pas quand même comme tu es conne. Donc c'est pas jugeant. Et puis ça crée en effet une espèce de socle de confiance qui est en somme. Je ne ferai que des choses avec lesquelles tu es d'accord, en fait, parce que voilà, et je serai là pour t'accompagner, quoi que tu décides. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que dans ce genre de cycle horrible de violence conjugale, pas toutes, mais certaines s'en ouvrent à leur entourage. Leur entourage, donc, n'écoutant que son inquiétude et son amour, évidemment, font tout pour que, voilà, il y ait séparation. Il peut y avoir séparation. Et puis, il peut y avoir, parce que ça c'est très fréquent, malheureusement, une espèce de retour en arrière, parce que s'il n'y a pas vraiment une rupture extrêmement claire, nette, précise, où il n'y a pas possibilité de rencontre, quelle qu'elle soit, entre les deux, s'il n'y a pas ça, le risque de remonter dans cette escalade complémentaire est vraiment énorme. Et donc, ça arrive à ces jeunes femmes qui s'en sont ouvertes à leur entourage. Et là les reproches fusent. Et même, il y a des ruptures en disant puisque tu veux rester avec lui, c'est plus la peine de me... J'abandonne. Ouais, donc c'est horrible, en fait. Parce qu'on ne comprend pas le mécanisme voilà, derrière. Exactement. Je crois qu'il faut vraiment être... Moi, je t'accompagne là où tu souhaites aller, parce que, voilà... C'est pas simple. Non. Et on est dans un système judiciaire qui n'est pas aidant. Elles ne sont pas assez protégées, les femmes qui veulent partir. Voilà, il y a encore des féminicides un peu trop souvent. Oui, et puis elles ont raison. Donc, il y a une légitimité à avoir peur. Absolument. Parce que le passage à l'acte, surtout, arrive souvent après la rupture. Exactement. Et même longtemps après la rupture. C'est ça qui est affolant. Dans le contrôle. Tu termines le livre en parlant de l'après-couple. Puisque, évidemment, nous vivons quand même dans une société où il y a un après-couple de manière de plus en plus régulière. Parce que c'est vrai qu'il y avait avant de l'après-couple, mais souvent c'est parce que là, dans l'ancien temps, on va dire, la femme décédée, où il y avait... Là, aujourd'hui, on doit vivre avec l'autre parent, notamment, dans le couple parental. Qu'est-ce qui est important à retenir quand on se sépare et qu'on est encore parent ? Alors, je dirais une chose vraiment essentielle pour moi. Je crois que c'est compliqué parce que visiblement, c'est pas du tout évident. Et je trouve que donc c'est important de s'y attarder un peu. Il y a deux types de souffrances, je dirais, chez les enfants de couples séparés. Il y a des souffrances liées au fait que un des parents souffre. Et ça, c'est très douloureux, évidemment. Voir un de ses parents souffrir, c'est toujours très douloureux. Ça peut être lié aussi, cette souffrance de l'enfant, au fait que, il y a plein de changements, que tout à coup, on a 2 appartements, peut-être plus petits, que c'est moins, enfin bref, des changements qui sont potentiellement compliqués. Je dirais que ces problématiques-là, souvent, ça pèse avec le temps, s'atténue avec le temps. Et puis, il y a un autre type de souffrance qui est pour moi beaucoup plus aiguë et qui peut durer extrêmement longtemps et qui est vraiment très problématique. C'est la souffrance liée au fait d'entendre un de ses précieux, une des personnes qu'on aime le plus au monde, dire du mal de l'autre personne qu'on aime le plus au monde. Alors, déjà, quand c'est d'un côté, c'est tout à fait problématique, mais alors quand en plus c'est circulaire, c'est-à-dire que tout le monde se renvoie la balle en prenant à témoin ou comme émissaire l'enfant lui-même, c'est une catastrophe absolue. Mais je veux dire,
c'est insupportable. Vraiment, c'est vraiment moi les souffrances que je vois le plus chez les enfants dans ce genre de situation, c'est des souffrances liées à ça, à cette incapacité à, au fond, considérer que à partir du moment où on devient couple parental, on passe d'un champ commun à 2 champs différents avec nos 2 petits veaux si on a 2 enfants, donc ils sont une semaine dans notre champ et une semaine dans l'autre champ, et que l'autre champ, on n'y peut plus rien en fait. On n'y peut plus rien. Et ça, c'est extrêmement horrible parce qu'on n'aime pas du tout ce qui se passe dans ce champ potentiellement. Il se passe des choses qu'on n'aime pas. On trouve qu'on leur cure mal les sabots et qu'on leur donne pas assez d'herbe verte. Et pour autant, chaque fois qu'on va intervenir auprès de l'éleveur ou en allant jeter de l'eau par-dessus la haie dans le champ d'à côté, on crée l'inverse de ce qu'on veut. Et d'abord, ça crée évidemment des conflits parce qu'en gros, le message quand même, c'est tu es incompétent comme parent. Donc évidemment, il faut que j'intervienne dans ton champ parce que t'es... Voilà. Et donc, ça crée une espèce de colère chez l'autre éleveur, colère qui peut vraiment tout à fait rejaillir sur les enfants eux-mêmes. Et alors, vraiment, une chose importante, c'est que dans ce moment de rupture, ne croyez pas que quand ils regardent une série, au moment où vous vous disputez, ou au moment où au téléphone vous vous écharpez, ils écoutent, parce qu'ils sont aux aguets de tout, parce que c'est vraiment à la fois quelque chose qui s'effondre et à la fois quelque chose qui se transforme en un truc super dur. Alors parfois il y a eu des disputes avant, donc on est dans une continuité, mais parfois, voilà, il arrive que parfois la rupture se passe relativement bien et que ensuite ça se mettent à dégénérer de façon monstrueuse. Donc vraiment, moi je trouve que c'est hyper important de pouvoir exprimer sa colère dans des endroits qui soient pas dangereux pour les enfants, c'est-à-dire tout seul je ne sais pas, moi je dis souvent à des conjoints comme ça très malheureux de la séparation et qui donc sont très en colère contre l'autre, de prendre un moment pour cette colère-là, en criant ce qu'il faut, en tapant les coussins de son canapé, je ne sais pas, en faisant plein de choses, mais pas devant les enfants, en fait. Parce que, alors, c'est pas la colère dont je parle, c'est les questionnements. Et donc, racontez-moi ce qui s'est passé chez maman. Et donc, ce monsieur-là dont vous m'avez parlé, par exemple, je veux dire, il peut y avoir des choses comme ça, ou des choses encore pires, du type, tu diras à ta mère que ce serait bien qu'elle t'achète des vêtements, des choses, mais on se dit, c'est invraisemblable de pas imaginer l'impact que ça a sur les enfants. Et pourtant, visiblement, on est tellement pris dans cette espèce d'enjeu interactionnel entre les 2 ex-conjoints qu'on l'oublie, quoi. J'avais lu un livre qui m'avait marqué avec une phrase. Évidemment, on parle de quand il n'y a pas d'emprise toxique ou de conjoint ou conjointe violente. On parle de juste 2 adultes qui s'aiment plus et qui doivent faire chemin différemment. Il disait « Aime tes enfants plus que tu ne détestes ton ex ». Et je trouvais que c'était tellement vrai, parce qu'on perd une énergie folle aussi, à vouloir montrer que c'est l'autre le problème et qui fait du mal. Et on oublie en fait nos enfants au milieu qui, comme tu dis, leurs 2 parents, c'est les personnes les plus importantes pour eux. Et c'est assez fou. J'ai été dans cette situation, donc comment on peut vite oublier. Oui, bien sûr. Tellement on est aveuglé par notre colère, notre tristesse, parce qu'il ne faut pas minimiser. Il y a de la tristesse dans une séparation, c'est normal. Bien sûr. Et ça m'avait fait un électrochoc de me dire, oui, en fait, quand même, je vais pas le détester, mais ça sert à rien. En fait, déjà, c'est de l'énergie de perdue. Et mettons cette énergie pour qu'on fasse que nos enfants, ça se passe bien, quoi. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est difficile parce que c'est pour ça que je pense qu'il faut faire quelque chose de cette colère. Parce que se dire ne te mets pas en colère devant les enfants, pour moi, c'est totalement improductif. Je veux dire. Et en plus de ça, moi, ce que j'adore, c'est les parents qui me disent alors moi, jamais, je ne dis du mal de l'autre. Donc là, déjà, je suis un peu inquiète parce que je me dis c'est très bizarre vu quand même la détestation dans laquelle tu sembles le tenir. Et alors, attention à la communication implicite parce qu'en fait, ils sentent, quoi. Et je trouve que communication paradoxale, on peut faire avec nos enfants aussi. En plus, je trouve que c'est hyper important de savoir dire quand on a dit du mal ou quand on a manifesté une espèce de détestation comme ça, de dire, tu sais, c'est compliqué, je sais, d'avoir des parents comme ça qui disent du mal l'un de l'autre ou qui pensent du mal l'un de l'autre, je sais que c'est compliqué. C'est qu'on est super en colère l'un contre l'autre, papa et moi. Et donc, c'est pour ça, des fois, il y a des mots qui dépassent notre pensée et tout ça. C'est parce qu'on est en colère, chérie. Parce que, au moins, d'avoir un mot là-dessus, quoi. Quand on n'est que dans une communication implicite, quoi. Oui, que ça aussi, ça enlève la faute de l'enfant. Souvent, ils ont cette pensée. C'est eux le problème. Tout à fait. C'est difficile. Après, est-ce que c'est... pas ok, mais ça fait partie du processus normal que ce soit en tension au départ et que ça s'appelle avec le temps et que si c'est le cas pendant quelques semaines, il n'y a pas... Non, il n'y a pas péril. Mais non, ce que je trouve étonnant, c'est, comme tu le dis, c'est quand même qu'à ce moment-là, mais c'est pour ça que je parle vraiment d'enjeu émotionnel très fort, c'est qu'à ce moment-là, alors même qu'on est de super parents, on ne perçoit pas
la souffrance que ça peut générer, quoi. Et du coup, je trouve que c'est important de s'en rappeler, tout en se disant, nous aussi on a notre souffrance, il faut que du coup on s'en occupe, hein. Parce que pour moi, se dire il faut pas que je le déteste ou il faut pas que je sois en colère, c'est un peu une injonction paradoxale pour le coup qu'on se fait à soi-même. En revanche, il y a des choses très concrètes comme je vais vous demander de ne plus les interroger juste pendant 15 jours sur ce qui se passe de l'autre côté, en fait. Juste, on fait ça parce que vous voyez bien que ça réactive quelque chose chez elle qui est de l'ordre un peu de la dissimulation, chez elle, par exemple, chez ces 2 petites filles, et qui vous met encore plus en stress et en colère, et que donc, c'est là que jaillissent des choses qui peuvent leur faire du mal. Donc, c'est plus sur des choses très concrètes de qu'est-ce qu'on arrête de faire, quoi, parce que arrêter de ressentir quelque chose, c'est compliqué. Moi, c'était juste, ça m'avait donné cet état d'esprit de me dire, oui, je perds l'énergie à quelque part qui a pas de sens, donc autant que je la mette ailleurs. Tout à fait. Tu vois, donc ça, c'est très concret aussi. J'ai une autre vision. En fait, il y a mes enfants au milieu. C'est peut-être plus important que 2 adultes qui ne savent pas se gérer. Tout à fait. Et on va voir ça ailleurs, comme tu dis. On peut aussi aller en thérapie pour se séparer. Bien sûr. On peut aussi aller en thérapie pour faire en sorte d'être de meilleurs coparents et de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un qui est neutre. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on oublie qu'il y a cette option-là. Absolument, et elle est très utile à certains moments, absolument. Ça doit faire rebaisser un peu la tension aussi. Tu donnes cet exemple dans le livre qui m'a vraiment marqué, de ce papa qui est séparé de la maman, qui n'a pas choisi, mais qui est passé à autre chose, dans le sens où la maman a été très claire, n'a pas laissé la porte ouverte à potentiellement une possibilité qu'il y ait une deuxième version de leur amour, mais il n'arrive pas à passer à autre chose 3 ans après, et en fait parce qu'il est très attaché à l'écosystème. Et c'est vrai qu'on oublie dans les séparations que c'est difficile ça, de lâcher prise sur l'idéal familial, sur les relations avec la belle famille, les amis. Ça, c'est une des choses que tu vois régulièrement. Oui, je le vois régulièrement. Et du coup, en fait, ce qui est très intéressant dans ce type de cas, et c'est celui que je raconte dans le livre, c'est qu'il avait plutôt bien géré son chagrin d'amour, vraiment. Mais ça demandait une bande passante émotionnelle, on va dire, tellement énorme qu'il n'avait pas pu gérer autre chose. Et il se retrouve en effet 3 ans plus tard, comme s'il était... arrêté, en fait, cet homme, comme si il n'était plus dans la vie. Et il se dit, mais ça fait 3 ans, en fait, quoi. Et en fait, ce qu'il me raconte assez rapidement, c'est que la nuit, en fait, lui viennent ces fameux souvenirs de l'écosystème, quoi, de cette tribu, des connexions de ces tribus avec le reste du monde et tout ça. Toujours très colorée, il me dit toujours très lumineuse, avec limite une bande-son hyper gnangnoule qui me surénerve. Et donc, il essaye de chasser ça en disant, mais ça suffit, enfin, je veux dire. Et le plus il chasse et le moins il arrive à dormir, etc. Et donc, en fait, en effet, ce que je vais lui proposer, c'est de convoquer, en fait, ces souvenirs hyper douloureux, plutôt des souvenirs collectifs. Et je rajoute, parce que je pense que ça aussi, c'est pas forcément bien conscientisé, mais je rajoute des souvenirs à venir. C'est-à-dire que je lui demande d'imaginer le mariage de sa fille avec son ex-femme et son nouveau compagnon d'un côté, et puis lui tout seul de l'autre. Des images comme ça qui vont en effet lui montrer qu'en effet c'est fini et qu'il faut qu'il le regarde en face et qu'il faut que la tristesse ainsi générée, elle puisse sortir, quoi, en fait. Et oui, et c'est assez fréquent qu'on se trompe en se disant mais c'est quand même dingue, quand même, je l'aime plus du tout. Enfin, je veux dire, je l'aime plus du tout, je l'aime beaucoup, j'ai toujours d'affection pour elle, mais ça va. Ça va, quoi. Comment ça se fait que je suis encore aussi accroché à ça. Mais c'est vrai que c'est le lien social, on est quand même des êtres, c'est logique, non? Oui, c'est hyper logique. Cette appartenance quand tout allait bien dans ce compartiment-là. Tout à fait. Et puis et c'est surtout vrai pour des gens qui avaient un idéal de familial très très coloré et très imprégné, très fort. Très fort, quoi. C'est pas facile, hein. Non. Ni de faire famille, ni d'être couple, ni d'être... Et j'imagine, t'en as pas parlé non plus, mais d'être couple en famille recomposée, de devoir manager toutes ces interactions problématiques avec potentiellement. Les ex-conjoints, avec les enfants. Être couple dans ces situations-là, c'est pas non plus... la plus simple équation. Parce que parfois, on se dit, ce sera mieux quand je serai séparée avec quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a quand même d'autres problématiques. Il y a d'autres problématiques, un peu multipliées par 2, donc c'est ça, en fait. Déjà de logistique et ensuite d'interaction. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci beaucoup, Clémentine. C'était trop chouette. J'espère que vous retiendrez que 80% des couples vont en thérapie se séparent. Non, je rigole. C'est très optimiste. C'était faux. C'est une fausse information qui n'est pas sourcée. Mais en tout cas, c'est bien d'aller en thérapie quand on en a besoin. N'hésitez pas à demander de l'aide et aller vous faire accompagner. Ça ne peut pas faire de mal, normalement. Normalement, non. Si c'est bien fait, ça va aider. Merci. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.